Alors, on va passer maintenant au dossier numéro 4, avec une histoire de trauma crânien. Et première question très classique, parmi tous les patients qui arrivent aux urgences pour un trauma crânien, lesquels doivent bénéficier d'un scanner cérébral? Et la question ici, la réponse ici, c'était que le scanner cérébral d'emblée n'était pas forcément indiqué. Pourquoi? Parce que vous n'aviez pas les éléments qui obligent à faire un scanner cérébral, à savoir la perte de connaissance initiale, le fait que votre examen neurologique était parfaitement normal, enfin le fait qu'il n'y ait pas eu de perte de connaissance initiale, pardon, le fait que l'examen neurologique soit parfaitement normal, le fait qu'il n'y a pas de doute non plus sur un traumatisme facial, qui est une indication à faire le scanner. Donc dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est simplement surveiller le patient. Alors on ne le laisse pas repartir chez lui, hein, mais on le surveille et on ne fait le scanner qu'en cas de signes inquiétants, soit des céphalées, des nausées, un déficit neurologique, hein, ou quoi que ce soit. Des troubles de la vigilance, évidemment. Alors ici, c'est ce qu'on fait. Et deuxième question, on hospitalise le patient et ça se passe mal, puisque au bout de quelques heures, l'infirmière vous appelle et que le patient a mal à la tête et qu'il vomit, qu'il a des troubles de la vigilance. À ce moment-là, on vous demande le score de Glasgow de ce patient. Donc là, c'est facile, hein. Il y a l'ouverture des yeux qui fait un score de 2 sur 4, la réponse verbale qui fait un score de 2 sur 5, et la réponse motrice qui fait un score de 5 sur 6. Donc il a un Glasgow à 9. Question numéro 3, vous faites un scanner cérébral en urgence. Comment vous décrivez ce scanner? Bon, c'est évident, hein, ça saute aux yeux. C'est un scanner cérébral qui est fait sans injection de produit de contraste et qui montre une hyperdensité spontanée, extra-parenchymateuse, qui a une forme de lentille biconvexe, hein, au niveau occipital. Et vous voyez également qu'il y a un effacement des sillons corticaux, une diminution de la taille des ventricules latéraux qui sont toutes amincis, ce qui traduit évidemment une hypertension intracrânienne. Hein, donc vous aviez ici un hématome extradural, occipital, avec très probablement un œdème cérébral diffus, hein, qui explique la perte de visibilité des sillons corticaux et une hypertension intracrânienne importante. Question numéro 4, la prise en charge thérapeutique immédiate en dehors du traitement étiologique. C'est une équipe de réanimation en urgence qui doit prendre ce patient en charge, avec une ou deux voies veineuses périphériques de bon calibre, avec une ventilation au masque, puis une intubation et une ventilation mécanique, avec une hémodynamique qu'il faut absolument maintenir par une perfusion de macromolécules de type plasmion, et puis une lutte contre l'œdème cérébral, donc la position demi-assise, le mannitol par voie intraveineuse, et puis cette surveillance étroite du patient en réanimation, hein, qui est évidemment ici fondamentale. Par ailleurs, plus tard, il faudra penser à la vaccination antitétanique, puisqu'il y a une plaie quand même du cuir chevelu, hein, et qu'il faut vérifier si le patient a une vaccination contre le tétanos. Quel est le traitement étiologique? Donc là, les choses sont simples, hein. Il faut aller très vite. C'est un traitement neurochirurgical en urgence qui consiste à faire un volet crânien. Vous vous rappelez que dans l'hématome sous-dural chronique, on avait parlé du trou de trépan qui suffisait, hein, pour aller évacuer l'hématome. Dans l'extradural, c'est très différent. Il y a une brèche, hein, artérielle qu'il faut absolument contrecarrer par une hémostase, sinon ça continue à saigner. Et la seule façon de le faire, c'est de découper une fenêtre osseuse, donc de faire un volet crânien, d'évacuer l'hématome, hein, et puis de faire une hémostase locale, et ensuite de suspendre la dure mère, hein, ensuite. Voilà, donc ces traitements neurochirurgicaux en urgence, évidemment, ce qui est la seule chose, hein, qui permet de sauver un patient qui a un extradural. Parfois, on est amené à faire dans un geste de sauvetage avant l'arrivée au bloc, hein, quasiment, un trou de trépan en regard de l'hématome extradural pour diminuer un peu la pression intracrânienne. Mais ça, c'est un geste intermédiaire, un geste juste d'attente avant l'évacuation de l'extradural par le volet, après un volet crânien. Dernière question. Vous revoyez ce patient en consultation 6 mois plus tard, lui se plaint de rien, mais son ami vous dit qu'il ne va pas du tout bien, qu'il est complètement transformé, qu'il est passif, apathique, hein, et qu'il a des troubles de la mémoire. Et donc, qu'est-ce que vous devez évoquer comme diagnostic? Deux diagnostics possibles, soit un syndrome dépressif, hein,
soit, deuxième possibilité, un syndrome frontal. Et ici, l'élément qui plaide en faveur du syndrome frontal, c'est le fait que le patient, lui, ne se plaint de rien. Et ça, c'est quand même, ça ne se voit pas dans les syndromes dépressifs. Les patients, quand même, ils ont une plainte dépressive. Lui, on dirait qu'il est indifférent, anosognosique en réalité, qu'il n'est pas conscient de son trouble. Et donc, l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il a un syndrome frontal. Alors, comment comprendre le syndrome frontal chez ce patient? Eh bien, il a eu un choc occipital, avec un hématome extradural occipital. Et le problème, c'est que son cerveau a été poussé en avant et qu'il y a eu donc un contre-coup en avant au niveau des lobes frontaux. Et donc, même si l'hématome est en arrière, en réalité, les lobes frontaux ont eux aussi souffert et ça peut donner donc des séquelles sous forme de syndrome frontal avec cette apathie, avec ce manque d'initiative, avec cette anomalie aussi de la planification, des processus cognitifs complexes qui se traduit par une modification radicale du comportement et des capacités intellectuelles du patient. Fin du dossier.